Et si je vous disais que les lois de l'univers ne sont pas des règles immuables gravées dans le marbre depuis le Big Bang? Et si, au contraire, elles émergeaient d'elles-mêmes, un peu comme les règles d'une grammaire, simplement parce que l'univers a un besoin fondamental de rester cohérent avec lui-même? C'est cette idée absolument vertigineuse qu'on va explorer aujourd'hui. On va commencer par la question, la plus fondamentale de toutes. Pourquoi y a-t-il des lois? Pourquoi notre univers n'est-il pas juste un chaos indescriptible? Eh bien, une nouvelle théorie vraiment audacieuse nous suggère que pour trouver la réponse, il faut tout regarder sous un angle complètement différent. Attention, soyons clairs, la physique actuelle, c'est un succès monumental. Mais, malgré tout, elle cale sur des questions vraiment profondes. Elle nous explique le comment ça marche avec une précision folle, mais elle reste muette sur le pourquoi. Pourquoi cette loi, avec cette formule mathématique précise? Pourquoi cette valeur pour cette constante? C'est à ce pourquoi qu'on va s'attaquer. Alors, la réponse que propose cette théorie est aussi élégante que radicale. La physique, en fait, ce ne serait pas un ensemble de lois rigides. Ce serait plutôt la grammaire d'un langage. Un langage que l'univers est en train d'inventer en temps réel, dans le seul but de ne pas se contredire, pour rester en gros logiquement viable. Et au cœur de cette grammaire, il y a un moteur, le principe du moindre coût symbolique. C'est un peu compliqué comme nom, mais l'idée est simple. Imaginez l'univers comme un gigantesque programme informatique. Son but numéro 1, c'est de ne pas planter, d'éviter le crash system. Pour ça, il cherche en permanence le chemin qui minimise les bugs, les incohérences. C'est ça, le moindre coût symbolique. D'accord, mais si c'est un langage, quels sont ces mots? Eh bien, oubliez les particules, les noms de la physique. Cette théorie nous invite à penser en termes d'action, de verbes. 4 verbes fondamentaux qui, à eux seuls, décriraient tout ce que l'univers fait. Le premier verbe, c'est l'émergence. C'est l'étincelle créatrice, l'acte de nouveauté. Pensez au vide quantique. Ce n'est pas le néant, c'est plutôt une sorte de soupe primordiale en ébullition constante, d'où jaillissent sans cesse de nouvelles possibilités, de nouvelles informations. C'est la source de tout ce qui est nouveau. Et pour lui faire contrepoids, il y a la mémoire. Si l'émergence, c'est créer du neuf, la mémoire, c'est garder l'ancien. C'est la tendance de l'univers à conserver ce qui existe, à résister au changement. Vous savez, l'inertie, eh bien, c'est ça. C'est de là que vient la masse, de cette force de la stabilité. Troisième verbe, la propagation. Ça, c'est le réseau, le grand communicant de l'univers. C'est l'action qui tisse la toile de la réalité, qui relie les choses entre elles en propageant l'information. Sans la propagation, pas de lumière, pas de cause à effet. L'univers ne serait qu'une collection de points isolés, sans aucun lien. Et enfin, le quatrième et dernier verbe, c'est peut-être le plus surprenant, le résidu. C'est l'imperfection inévitable. Vous savez, quand on essaye d'assembler un puzzle aussi grand que l'univers, il y a forcément des endroits où ça ne s'emboîte pas parfaitement. Le résidu, c'est exactement ça, cette friction, ça coince dans l'assemblage global. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce tableau, c'est notre pierre de Rosette, notre décodeur. Il traduit ces 4 actions un peu abstraites en concepts de physique bien connus. L'émergence, c'est la fluctuation quantique. La mémoire, c'est l'inertie, la masse. La propagation, c'est la lumière, la causalité. Et ce fameux résidu, cette imperfection, tenez-vous bien, c'est la gravité. D'accord, on a donc nos 4 ingrédients de base, nos 4 verbes. C'est bien beau, mais comment on passe de ces idées à notre monde, au monde tangible? Comment est-ce qu'on fabrique de la matière, de l'espace, du temps avec ça? La réponse, là encore, est un changement radical de point de vue. Oubliez l'image de la matière comme une petite bille solide. La matière n'est pas une chose, c'est un processus stable. Pensez à un tourbillon dans une rivière. Le tourbillon n'est pas un objet, c'est un conflit stable entre différents courants d'eau. Eh bien, la matière, c'est pareil. C'est une tension stable, un nœud persistant entre nos verbes fondamentaux. Prenons l'électron, c'est l'exemple parfait. On l'imagine comme une petite particule. Mais dans ce nouveau cadre, un électron, c'est en fait l'équilibre dynamique entre l'envie de rester sur place, qui est la mémoire, et l'impulsion de partir, qui est la propagation. Il n'est pas une chose, il est une tension, un événement qui dure. Et le plus fort, c'est que cette logique s'applique à tout le zoo des particules. Chaque particule fondamentale serait juste le résultat d'un clash, d'une friction entre 2 verbes différents. Le conflit entre mémoire et propagation, hop, ça nous donne l'électron. Le conflit entre propagation et résidu, ça donne un quark. Et ainsi de suite. C'est une nouvelle façon de classer la réalité, non pas par des objets, mais par des conflits. Ce qui nous amène à une vision de la gravité complètement révolutionnaire. Ce n'est plus une force fondamentale qui agit à distance. Non, la gravité, ce serait la conséquence visible, à l'échelle de l'univers,
de l'accumulation de toutes ces minuscules imperfections, de tous ces petits résidus. La courbure de l'espace-temps, en somme, c'est le prix à payer pour l'imperfection du réel. Mais la conséquence la plus dingue, c'est ce que ça implique pour l'espace-temps lui-même. Ce n'est plus le décor, la scène de théâtre. L'espace-temps est lui-même construit, brique, par ses actions. Le temps, c'est juste l'ordre dans lequel les verbes s'enchaînent. L'espace, c'est le réseau qu'ils tissent entre eux. Les forces fondamentales, c'est la colle qui fait tenir le tout. Rien n'est donné au départ, tout émerge. D'accord. Tout ça, c'est intellectuellement très séduisant. Mais on est en droit de se demander, est-ce que c'est de la science ou juste de la belle philosophie? Pour que ce soit de la science, une théorie doit se mouiller. Elle doit faire des prédictions concrètes, spécifiques et surtout qu'on peut prouver fausses. C'est l'heure du test. Et des risques, cette théorie en prend. Ses prédictions sont loin d'être timides. Par exemple, elle dit « Arrêtez de chercher à détecter directement la matière noire, vous ne la trouverez jamais ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose. Elle prédit aussi que le centre des galaxies doit être différent de ce que le modèle standard attend. Et le plus fou, nos fameuses constantes fondamentales ne seraient pas constantes du tout. On a donc un véritable face-à-face. D'un côté, les prédictions du modèle standard, le champion en titre, de l'autre, celles de cette nouvelle approche. Sur des sujets cruciaux comme la matière noire ou la nature de l'espace-temps, leurs prédictions sont diamétralement opposées. Et ça, c'est génial pour la science. Parce que ça veut dire que l'expérience et l'observation pourront trancher. Elles seront l'arbitre final. L'ambition est donc colossale. Il s'agit de rien de moins que de changer de paradigme. Passer d'une physique où les lois sont imposées de l'extérieur, un peu comme des décrets divins, à une physique de l'auto-organisation. Un univers qui trouve sa propre structure de l'intérieur par un simple besoin de cohérence logique. Et tout ça nous laisse avec une question ultime, une pensée qui donne le vertige. Si cette théorie est ne serait-ce qu'une partie de la vérité, alors l'univers n'est peut-être pas un grand objet physique qu'on explore. C'est peut-être un immense processus logique en train de se découvrir lui-même. Une pensée qui apprend à chaque instant à devenir cohérente. La question, bien sûr, reste entièrement ouverte.